L'islam suscite de plus en plus d'intérêt à travers Sich, le tremblement de terre géopolitique sous la surface. Permettez-moi de vous ramener à un mardi soir tranquille de la fin mars de cette année, le 26 mars pour être précis. Le décor était l'Alcázar royal de Séville, l'un des monuments historiques les plus emblématiques d'Espagne, un lieu où les fantômes de la domination mort chuchotent encore à travers les arches. Cette nuit-là, le gouvernement Sich, dans un geste à peine remarqué sur le radar international, a organisé un dîner iftar pour rompre le jeûne du Ramadan. La liste des invités ne comprenait pas seulement des diplomates musulmans, mais aussi des hommes politiques, des chefs d'entreprise et des personnalités culturelles de Sich, pour la plupart non musulmans, mais tous, à leur manière, signalaient quelque chose de bien plus significatif qu'un simple geste diplomatique. À première vue, il ne s'agissait que d'un autre événement interconfessionnel, le genre d'action symbolique que les gouvernements occidentaux mènent depuis des décennies. Mais voici ce que les grands médias ont dit, il ne s'agissait pas seulement de tolérance. C'était une question de pouvoir. Et si l'on examine attentivement les données, les tendances et les courants géopolitiques sous-jacents, ce qui se passe actuellement en Espagne n'est pas seulement un changement culturel, ce sont les premiers tremblements d'un réalignement tectonique dans la relation de l'Europe avec l'islam, qui pourrait remodeler l'avenir politique et stratégique du continent. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier l'intersection de la religion, de la démographie et de la géopolitique, des Balkans au Sahel, de la montée de l'islam politique en Turquie à l'élection silencieuse mais implacable des institutions islamiques en Europe occidentale. Et ce que je constate aujourd'hui en Espagne n'est pas seulement un autre cas de multiculturalisme, c'est le début d'une transformation structurelle, une transformation que l'establishment Sich soit délibérément ignore, soit délibérément minimise. Levons donc le rideau sur ce qui se passe réellement, pourquoi cela est important et ce que cela signifie pour l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée et au-delà. L'officiel rien à voir ici. Si vous posez la question au gouvernement Sich ou lisez les articles d'LP ou de BC, vous constaterez que l'Espagne devient plus diversifiée, plus inclusive et plus ouverte à ses liens historiques avec le monde islamique. Les chiffres semblent le confirmer. Selon l'Institut national des statistiques Sich, la population musulmane en Espagne est passée d'environ 300 000 au début des années 2000 à plus de 2,5 millions aujourd'hui, soit environ 5% de la population. L'essentiel de cette croissance provient de l'immigration, notamment du Maroc, mais aussi du Pakistan, du Sénégal et d'autres pays à majorité musulmane. Le gouvernement considère cela comme une preuve des politiques d'intégration réussies de l'Espagne, de son engagement en faveur du pluralisme et de sa relation historique unique avec l'islam, remontant à Al-Andalus. Le récit dit que l'Espagne, contrairement à la France ou à l'Allemagne, a une longue histoire de coexistence avec l'islam. L'héritage d'Al-Andalus, 8 siècles de domination musulmane sur la péninsule ibérique, n'est pas seulement une note historique, c'est une partie vivante de l'identité Sich. La croissance actuelle de l'islam en Espagne n'est qu'une extension naturelle de cette histoire, un retour à un passé plus pluraliste. Le gouvernement, pour sa part, a été proactif en acceptant la nourriture musulmane halal dans les écoles, les salles de prière dans les bâtiments publics, et même l'enseignement islamique financé par l'État dans certaines régions. En 2022, l'Espagne est devenue le premier pays européen à reconnaître officiellement l'Aïd al-Fitr comme fête nationale dans la ville autonome de Ceuta, une décision célébrée comme un triomphe du multiculturalisme. Les médias renforcent ce récit. Lorsque le dîner de l'Iftar à l'Alcázar a fait la une des journaux, il a été présenté comme un exemple réconfortant du « modèle unique » d'intégration de l'Espagne. Le New York Times a publié un article intitulé « En Espagne, un passé musulman trouve une nouvelle place dans le présent », soulignant comment les villes Sich embrassent leur héritage mort. Même le journal de droite El Mundo a publié un article étonnamment positif sur la manière dont les entrepreneurs musulmans revitalisent les quartiers en difficulté de Barcelone et de Madrid. Mais voici le problème, ce n'est pas toute l'histoire. En fait, c'est à peine la moitié de l'histoire. Car tandis que la classe politique espagnole s'emploie à se féliciter de son approche éclairée de l'islam, la réalité sur le terrain est bien plus complexe et bien plus lourde de conséquences qu'elle ne le laisse entendre. Déconstruire ce qu'ils ne vous disent pas, commençons par les chiffres. Le chiffre officiel de 2,5 millions de musulmans en Espagne est certainement sous-estimé. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas en compte les immigrés sans papier, ni le nombre croissant de Sich convertis à l'islam. L'Observatorio Andalusi,
Un groupe de réflexion qui suit la démographie islamique en Espagne estime que le nombre réel est plus proche de 3,5 millions, soit près de 7% de la population. Il s'agit d'un bond significatif, et cela se produit à un moment où la croissance démographique globale de l'Espagne stagne, avec des taux de natalité parmi les siars autochtones à des niveaux historiquement bas. Maintenant, vous pourriez l'être. Et alors ? L'Europe est confrontée à l'immigration musulmane depuis des décennies. Qu'est-ce qui rend l'Espagne différente ? Voici l'essentiel, la population musulmane d'Espagne ne se contente pas de croître, elle devient de plus en plus organisée, plus engagée politiquement et plus affirmée dans la construction de l'avenir du pays. Et contrairement à la France ou à l'Allemagne, où les communautés musulmanes sont souvent marginalisées ou ghettoisées, en Espagne, elles sont activement courtisées par l'establishment politique. Prenons par exemple le cas de la Junta Islamica, l'une des plus grandes organisations islamiques d'Espagne. En 2021, il a signé un accord historique avec le gouvernement SIS pour fournir un enseignement religieux islamique financé par l'État dans les écoles publiques. Il ne s'agissait pas simplement d'un geste symbolique, il s'agissait d'un changement structurel, qui donne aux institutions islamiques un rôle direct dans l'élaboration des valeurs et des visions du monde de la prochaine génération de siars. Et cela ne se produit pas seulement au niveau national. En Catalogne, le gouvernement régional est allé encore plus loin, en finançant des centres culturels islamiques et en envisageant même l'introduction de l'arabe comme deuxième langue dans certaines écoles. Mais c'est ici que cela devient intéressant. Ces politiques ne visent pas seulement l'intégration, elles visent également l'influence. Et l'influence ne va pas que dans un sens. Laissez-moi vous dire que la plupart des analystes occidentaux ne parlent pas de l'action discrète mais implacable des institutions financières islamiques en Espagne. Au cours des 5 dernières années, plusieurs grandes banques et fonds d'investissement du Golfe se sont implantés à Madrid, Barcelone et Malaga. Il ne s'agit pas seulement d'entreprises commerciales, elles font partie d'une stratégie plus large visant à intégrer les principes économiques islamiques dans le système financier espagnol. En 2022, le gouvernement SIS a approuvé l'émission de son tout premier sukuk des obligations islamiques d'une valeur d'1 milliard d'euros. Il ne s'agissait pas seulement de lever des capitaux, c'était un signal adressé au monde musulman que l'Espagne est ouverte aux affaires selon ses conditions. Maintenant, pourquoi un pays européen laïque comme l'Espagne serait-il si désireux d'accueillir la finance islamique ? La réponse réside dans la géopolitique. L'Espagne, comme une grande partie de l'Europe du Sud, a désespérément besoin d'investissements. Avec une population vieillissante et une assiette fiscale en diminution, le pays dépend de plus en plus des capitaux étrangers pour maintenir son économie à flot. Et d'où vient ce capital ? Les pays du Golfe, en premier lieu. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar ont tous investi de l'argent en Espagne, dans l'immobilier, les infrastructures et les projets culturels. Et avec cet argent vient l'influence. Mais ce n'est pas seulement une question d'économie. Il y a une dimension plus profonde et plus stratégique à cela. L'Espagne est historiquement l'un des pays les plus pro-américains d'Europe. Il abrite des bases militaires américaines clés, notamment la base navale de Rota, essentielle aux opérations de l'OTAN en Méditerranée. Mais ces dernières années, la politique étrangère espagnole s'est éloignée de Washington et s'est orientée vers une orientation plus multipolaire. Le gouvernement s'est rapproché de la Chine, a approfondi ses liens avec le Maroc et a même exploré des relations plus étroites avec l'Iran. Et l'islam joue un rôle central dans ce changement. Voici ce qui se passe réellement, l'Espagne se positionne comme un pont entre l'Europe et le monde musulman. Non pas par altruisme, mais par nécessité. Alors que les États-Unis se tournent vers l'Asie et que la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie est en lambeaux, l'Espagne voit une opportunité de devenir la porte d'entrée des investissements du Golfe, de la migration africaine et même de l'influence turque au cœur de l'Europe. Et la croissance de l'islam en Espagne n'est pas seulement un effet secondaire de cette stratégie, elle en est une composante essentielle. La géopolitique, comment les grandes puissances jouent le jeu maintenant, sortons. Ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une histoire locale, cela fait partie d'une lutte géopolitique beaucoup plus vaste, impliquant les États-Unis, la Russie, la Chine et les États du Golfe. Et chacun de ces acteurs a un intérêt dans l'évolution de l'islam en Espagne. Parlons d'abord des États-Unis.
Pendant des décennies, Washington a considéré l'Espagne comme un allié fiable de l'OTAN, un partenaire clé en Méditerranée et un rempart contre l'influence russe et chinoise en Europe du Sud. Mais ces dernières années, cette relation est devenue plus compliquée. Les États-Unis ont poussé l'Espagne à adopter une ligne plus dure à l'égard de la Chine, notamment en ce qui concerne l'implication de Huawei dans le réseau 5G espagnol. Il a également fait pression sur l'Espagne pour qu'elle s'aligne plus étroitement sur la position de Washington à l'égard de l'Iran et du Venezuela. Mais l'Espagne a résisté. Pourquoi ? Parce que l'Espagne envisage son avenir non seulement comme une puissance européenne, mais aussi comme une puissance méditerranéenne et cela implique de s'engager avec le monde musulman selon ses propres conditions. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Les États-Unis ont longtemps considéré l'Europe comme un bloc monolithique, uni au sein de l'OTAN et de l'UE. Mais cette hypothèse s'effondre. L'Europe du Sud-Espagne, Italie, Grèce trace de plus en plus sa propre voie, plus indépendante de Washington et plus ouverte à l'engagement avec les puissances non occidentales. Et l'islam est un élément clé de cette équation. Plus l'Espagne intègre sa population musulmane, plus elle pourra se positionner comme médiateur entre l'Europe et le monde musulman. Et cela constitue un défi direct à l'hégémonie américaine dans la région. Parlons maintenant de la Russie. Moscou observe avec beaucoup d'intérêt l'éloignement de l'Espagne et des États-Unis. La Russie n'a pas le même type de puissance dure en Méditerranée qu'en mer Noire, mais elle s'efforce d'étendre son influence par des moyens plus doux, accords énergétiques, campagnes de désinformation et diplomatie culturelle. Et l'islam est un élément clé de cette stratégie. La Russie entretient depuis des années des liens avec les communautés musulmanes d'Europe, se positionnant comme un défenseur des valeurs traditionnelles contre le libéralisme occidental. En Espagne, la Russie a été particulièrement active dans la promotion de l'idée d'une identité eurasienne, une identité reliant l'Europe et le monde islamique. Et ce n'est pas une coïncidence si certaines des voix pro-russes les plus virulentes en Espagne sont aussi les plus sympathiques à l'islam. Ensuite, il y a la Chine. Pékin a réalisé des avancées majeures en Espagne, notamment dans les secteurs de la technologie et des infrastructures. Mais l'intérêt de la Chine pour la communauté musulmane espagnole est plus subtil. La Chine considère l'Espagne comme une porte d'entrée potentielle pour son initiative, la ceinture et la route, vers l'Europe, notamment via ses ports de Valence et d'Algésiras. Et il soutient discrètement des projets culturels islamiques en Espagne, notamment la restauration de monuments de l'époque mauresque. Pourquoi ? Parce que la Chine comprend que l'influence culturelle est tout aussi importante que l'influence économique. Si l'Espagne s'ouvre davantage à la culture islamique, elle deviendra plus ouverte aux investissements chinois et moins dépendante des États-Unis. Et enfin, il y a les pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Qatar ont tous investi massivement en Espagne, non seulement dans l'immobilier et la finance, mais aussi dans les médias, l'éducation et même la politique. Les Émirats Arabes Unis, par exemple, financent des programmes d'études islamiques dans les universités de Siche, tandis que le Qatar finance des mosquées et des centres culturels. Il ne s'agit pas seulement de dons caritatifs, ce sont des investissements stratégiques. Les États du Golfe considèrent l'Espagne comme un allié clé dans leur lutte plus large pour l'influence en Europe. Et ils utilisent l'islam comme un outil pour façonner l'avenir de l'Espagne. Ce que nous observons en Espagne n'est donc pas seulement un changement culturel, c'est un réalignement géopolitique. Et les grandes puissances se battent toutes pour obtenir une position militaire et stratégique. La poudrière de la Méditerranée. Parlons maintenant de la dimension militaire. Les liens croissants de l'Espagne avec le monde musulman ne sont pas seulement une histoire culturelle ou économique, ils ont de graves implications stratégiques, en particulier en Méditerranée. Il y a d'abord la question de l'OTAN. L'Espagne est un membre clé de l'Alliance, abritant des bases militaires américaines et jouant un rôle essentiel sur le flanc sud de l'OTAN. Mais à mesure que l'Espagne approfondit ses liens avec le monde musulman, sa fiabilité en tant qu'allié de l'OTAN est remise en question. Prenons par exemple la question du Sahara occidental. L'Espagne a toujours soutenu les revendications territoriales du Maroc, mais elle a également pris soin de ne pas s'aliéner l'Algérie, qui soutient le Front Polisario. Cet exercice d'équilibre est devenu plus difficile à mesure que la population musulmane espagnole augmente, et que de nombreux immigrés marocains réclament un soutien plus fort à la position de Rabat. Et il ne s'agit pas seulement d'une question intérieure,
elle a des implications pour la cohésion de l'OTAN. Si l'Espagne est considérée comme trop proche du Maroc, cela pourrait créer des tensions avec d'autres membres de l'OTAN, notamment la France, qui a ses propres intérêts en Afrique du Nord. Ensuite, il y a la question de la migration. L'Espagne est l'un des principaux points d'entrée des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient vers l'Europe. Et à mesure que la population musulmane de l'Espagne augmente, son rôle de pays de transit augmente également. Cela a déjà conduit à des tensions avec l'UE, qui fait pression sur l'Espagne pour qu'elle fasse davantage pour contrôler ses frontières. Mais l'Espagne hésite à prendre des mesures trop sévères, en partie parce qu'elle considère l'immigration comme un moyen de remédier à son déclin démographique, et en partie parce qu'elle ne veut pas s'aliéner ses alliés musulmans. Il s'agit d'un exercice d'équilibre délicat qui pourrait facilement devenir incontrôlable. Et n'oublions pas l'environnement sécuritaire méditerranéen au sens large. La région est une poudrière, avec des conflits en Libye, en Syrie et au Sahel qui débordent sur l'Europe. Les liens croissants de l'Espagne avec le monde musulman pourraient soit contribuer à stabiliser la région, soit la rendre encore plus volatile. Si l'Espagne est considérée comme trop proche des États du Golfe, elle pourrait s'aliéner d'autres acteurs clés, comme la Turquie ou l'Iran. Et si la population musulmane espagnole se radicalise davantage, elle pourrait devenir une menace à part entière pour la sécurité. L'engagement de l'Espagne envers l'islam n'est pas seulement une question intérieure, c'est une question stratégique. Et la manière dont l'Espagne y parviendra aura des implications majeures pour l'OTAN, pour l'UE et pour l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée. La politique intérieure, qui en profite et qui ne le fait pas, parlons maintenant de la politique intérieure. Parce que ce qui se passe en Espagne n'est pas seulement une question de géopolitique, c'est une question de pouvoir au niveau national. La gauche SICH, en particulier le Parti socialiste ouvrier au pouvoir, a été la plus fervente en faveur de la communauté musulmane d'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'il considère les musulmans comme un bloc électoral clé. La population musulmane d'Espagne est jeune, en croissance et de plus en plus engagée politiquement. Et la gauche fait le pari qu'en courtisant cette communauté, elle pourra assurer son avenir électoral. Ce n'est pas seulement de la spéculation, cela se produit déjà. Lors des élections générales de 2023, le PSOE a déployé des efforts concertés pour attirer les électeurs musulmans, notamment en promettant l'exonération des droits des institutions islamiques et une plus grande représentation au sein du gouvernement. Et ça a marché. Le PSOE a été réélu, en partie grâce au fort soutien des quartiers à majorité musulmane de villes comme Barcelone et Madrid. Mais voici que cette stratégie est une arme à double tranchant. Alors que la gauche parie que les musulmans constitueront un bloc électoral fiable, elle s'aliène également d'autres parties de l'électorat. Le parti d'extrême droite Vox gagne du terrain en exploitant le sentiment anti-immigration, notamment dans les zones rurales. Et même le Parti populaire de centre-droit a été contraint d'adopter une position plus dure à l'égard de l'islam, notamment sur des questions telles que la nourriture halal dans les écoles ou la construction de mosquées. Cela crée une dangereuse polarisation dans la société SICH. D'un côté, vous avez une gauche qui dépend de plus en plus des votes musulmans et qui est prête à faire des concessions aux institutions islamiques. De l'autre côté, vous avez une droite qui devient plus nationaliste et plus hostile à l'islam. Et au milieu, vous avez un nombre croissant de Siars qui ont le sentiment que leur pays est tiraillé dans deux directions différentes. Parlons maintenant du rôle de la monarchie. Le roi Felipe VI a pris soin de se positionner comme une figure unificatrice, mais lui aussi a dû composer avec l'influence croissante de l'islam en Espagne. En 2022, il est devenu le premier monarque SICH à assister à un dîner d'iftar, une décision largement considérée comme un signal de l'engagement de la monarchie en faveur du pluralisme. Mais derrière c'est la tension tacite au cœur du débat politique espagnol. La gauche parie qu'elle pourra gérer l'intégration de l'islam dans la société SICH sans perdre son identité laïque et progressiste. La droite parie qu'elle pourra résister à cette tendance et préserver l'héritage chrétien de l'Espagne. Et la monarchie est prise au milieu, essayant de maintenir sa pertinence dans un pays en évolution rapide. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où tout cela mène-t-il? Considérons 3 scénarios possibles, chacun comportant son propre ensemble de risques et d'opportunités. Scénario 1, le modèle andalou. Dans ce scénario, l'Espagne réussit à intégrer sa population musulmane tout en préservant ses institutions laïques et démocratiques.
Le gouvernement continue de financer des projets éducatifs et culturels islamiques, mais il veille également à ce que ces institutions restent alignées sur les valeurs de SICH. L'économie bénéficie des investissements du Golfe et l'Espagne devient un médiateur clé entre l'Europe et le monde musulman. La monarchie s'adapte et se positionne comme un symbole de l'identité pluraliste de l'Espagne. C'est le scénario qu'espère l'establishment SICH, un retour à la convivencia d'Al-Andalus, où musulmans, chrétiens et juifs coexistent pacifiquement. Mais il y a des risques. Même dans ce meilleur des cas, l'identité de l'Espagne serait fondamentalement transformée. Le pays ne serait plus une nation catholique, au sens traditionnel du terme, mais une société pluraliste où l'islam joue un rôle central. Et cela pourrait entraîner des réactions négatives, notamment de la part de la droite. Il existe également le risque que les liens croissants de l'Espagne avec le monde musulman lui aliènent ses partenaires européens, en particulier la France et l'Allemagne, qui se méfient déjà de l'éloignement de l'Espagne du noyau de l'UE. Scénario 2, la balkanisation de l'Espagne. Dans ce scénario, les efforts d'intégration de l'Espagne échouent et le pays devient de plus en plus polarisé selon des clivages religieux et culturels. La gauche continue de courtiser les électeurs musulmans, tandis que la droite riposte avec des politiques nationalistes. Les mosquées deviennent des foyers de conflits et les institutions islamiques gagnent en autonomie, conduisant à des systèmes juridiques et éducatifs parallèles. L'économie stagne à mesure que les investissements étrangers se tarissent, et l'Espagne devient un avertissement pour le reste de l'Europe, un avertissement sur ce qui se produit lorsque le multiculturalisme est mal géré. C'est le scénario qui empêche Bruxelles de dormir la nuit, non pas parce qu'il est inévitable, mais parce qu'il se produit déjà en miniature. Regardez la Catalogne, où le gouvernement régional a activement courtisé les électeurs musulmans tout en poussant simultanément à l'indépendance. Le référendum de 2017 a été un signal d'alarme, mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le mouvement séparatiste catalan noue discrètement des alliances avec des organisations islamiques depuis des années. Le Conseil islamique cultural de Catalunya, par exemple, a reçu un financement du gouvernement régional et de donateurs étrangers, dont le Qatar. Il ne s'agit pas seulement de vote, il s'agit de remodeler le paysage politique. Et si la Catalogne devait un jour se séparer, elle ne serait pas une république laïque à l'image de l'Europe. Ce sera quelque chose de bien plus complexe, l'islam jouant un rôle central dans son identité. Maintenant, laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières espagnoles. Le scénario de la balkanisation n'est pas seulement un problème national, c'est un problème géopolitique. La stabilité de l'Espagne est essentielle pour le flanc sud de l'OTAN, d'autant plus que l'Alliance se concentre désormais sur la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Les États-Unis ont déjà exprimé leurs inquiétudes quant aux liens croissants de l'Espagne avec des pays comme la Turquie et le Qatar, tous deux accusés d'utiliser le soft power pour étendre leur influence en Europe. En 2020, le rapport sur l'initiative européenne de dissuasion du Pentagone a souligné l'Espagne comme un maillon faible potentiel de l'architecture de défense du sud de l'OTAN, citant sa dynamique intérieure de plus en plus complexe, comme facteur de risque. L'inquiétude ne concerne pas seulement le terrorisme, même si cela en fait partie, mais aussi l'érosion plus large de la cohésion occidentale. Si l'Espagne devient un champ de bataille entre des blocs culturels et religieux concurrents, cela pourrait compromettre la capacité de l'OTAN à projeter sa puissance dans la région. Et c'est quelque chose que ni Washington ni Bruxelles ne peuvent se permettre, d'autant plus que la Russie et la Chine courtisent activement les populations espagnoles mécontentes. L'armée espagnole est déjà aux prises avec ces défis, mais personne à Madrid ne veut en parler. Les forces armées de SICH ont l'un des taux d'enrôlement musulmans les plus élevés d'Europe, avec des estimations suggérant qu'entre 5 et 7% du personnel en service actif est d'origine musulmane. Cela peut sembler peu, mais dans un pays où l'armée a toujours été un bastion des valeurs conservatrices et catholiques, il s'agit d'un changement sismique. Le problème ne vient pas des soldats eux-mêmes, la plupart sont loyaux et professionnels, mais de la culture institutionnelle. En 2019, un rapport interne divulgué de l'Ejército de Tierra a averti que le nombre croissant de recrues musulmanes créait des « points de friction » dans les rangs, en particulier autour de questions telles que les espaces de prière, les exigences alimentaires et les fêtes religieuses. Le rapport recommandait une série de réformes, y compris la création d'aumôneries islamiques dédiées au sein de l'armée, mais la proposition a été discrètement mise de côté après les refus des officiers conservateurs. Ce n'est pas seulement une question de logistique, c'est une question d'identité.
L'armée de Sich s'est toujours considérée comme la gardienne de l'âme de la nation, et l'idée qu'elle doive un jour s'adapter à une présence institutionnelle islamique parallèle est profondément troublante pour de nombreux hauts commandements. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème de Sich, mais d'un problème européen. Les Français sont confrontés à des problèmes similaires depuis des années, mais leur approche est bien plus conflictuelle. En 2021, Paris a adopté une loi interdisant le « séparatisme islamiste », qui criminalise de fait la création d'institutions islamiques parallèles. Le gouvernement Sich, en revanche, a adopté une approche plus non interventionniste, préférant coopter plutôt que confronter. La différence de stratégie reflète une division philosophique plus profonde au sein de l'Europe. La France considère l'islam comme une menace existentielle pour sa république laïque, tandis que l'Espagne y voit une opportunité de redéfinir son identité nationale. Mais les deux approches comportent des risques. La ligne dure de la France a aliéné sa population musulmane, alimentant la radicalisation et poussant certains vers des groupes extrémistes. L'approche plus douce de l'Espagne risque quant à elle de normaliser le séparatisme même que la France tente d'éradiquer. Et si l'expérience espagnole échoue, il ne s'agira pas seulement d'une crise intérieure, ce sera une crise géopolitique, avec des implications pour l'OTAN, l'UE et l'Alliance transatlantique au sens large. Parlons du troisième scénario, celui que personne à Madrid ne veut du modèle turc. Dans ce scénario, la population musulmane d'Espagne devient une force politique à part entière, non seulement un bloc électoral mais une entité culturelle et institutionnelle distincte au sein de l'État. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. Le Parti de la justice et du développement au pouvoir en Turquie a passé les 2 dernières décennies à intégrer systématiquement les institutions islamiques dans le tissu de l'État, depuis l'armée jusqu'au système judiciaire. Le résultat est un pays théoriquement laïque mais fonctionnellement islamique dans sa gouvernance. L'Espagne pourrait-elle suivre le même chemin? C'est peu probable à court terme, mais les conditions sont réunies. La gauche Sich a déjà montré sa volonté de courtiser les électeurs musulmans, et la résistance de la droite relève davantage de la préservation culturelle que de l'opposition idéologique. Si la gauche obtient un jour une grande majorité au Parlement, elle pourrait faire adopter des réformes qui modifieraient fondamentalement la relation de l'Espagne avec l'islam. Pensez aux universités islamiques financées par l'État, aux institutions financières conformes à la charia, ou même à la reconnaissance de la loi islamique dans les conflits familiaux. Et une fois ces institutions en place, il sera presque impossible de les démanteler. Voilà pourquoi cela devrait inquiéter non seulement les Siars, mais le monde occidental tout entier. L'Espagne constitue un test sur la manière dont les démocraties libérales peuvent ou ne peuvent pas intégrer l'islam dans leur système politique. Si l'Espagne réussit, elle pourrait devenir un modèle pour le reste de l'Europe, prouvant que le multiculturalisme peut fonctionner sans sacrifier la laïcité. En cas d'échec, cela pourrait accélérer la fragmentation du continent, enhardissant à la fois l'extrême droite et les mouvements islamistes. Et c'est là que les implications militaires deviennent critiques. Les forces armées espagnoles sont déjà à bout de souffle, avec des déploiements au Sahel, dans les Balkans et en Méditerranée. Si les divisions internes du pays s'aggravent, l'armée pourrait être appelée à jouer un rôle national qu'elle n'a pas eu depuis l'ère franquiste. C'est un scénario dont personne ne veut, mais qui devient de plus en plus plausible. Alors, où cela nous mène-t-il? La vérité est que personne ne le sait. L'Espagne se trouve en territoire inconnu, et le refus de l'establishment de reconnaître l'ampleur du défi fait partie du problème. La gauche mise sur l'intégration, la droite sur la résistance et la monarchie sur l'inertie. Aucun d'entre eux n'a de véritable plan pour ce qui va arriver. Et c'est le scénario le plus dangereux de tous, non pas parce qu'il conduit à l'effondrement, mais parce qu'il conduit à la dérive. L'Espagne pourrait devenir un pays qui n'est ni totalement européen ni totalement islamique, mais quelque chose entre les deux, un État hybride où coexistent difficilement des identités concurrentes. Cela peut ressembler à une recette pour la stabilité, mais l'histoire nous apprend que les États hybrides sont souvent les plus instables. Regardez le Liban, où un équilibre délicat entre groupes religieux et ethniques a conduit à des décennies d'instabilité. Ou encore la Bosnie, où les accords de Dayton ont gelé un conflit plutôt que de le résoudre. L'Espagne n'en est pas encore là, mais les signes avant-coureurs sont là. La question est de savoir si quelqu'un à Madrid y prête attention. L'establishment s'accroche toujours au mythe de la convivencia, comme si l'Espagne pouvait simplement revenir au Xe siècle.
Mais le monde a changé et la relation de l'Espagne avec l'islam n'est plus une curiosité historique, c'est une réalité géopolitique. La prochaine décennie déterminera si l'Espagne pourra traverser cette transition sans se fracturer, ou si elle deviendra une autre mise en garde dans la longue lutte de l'Europe pour l'identité. Et en cas d'échec, les conséquences ne se feront pas seulement sentir à Madrid. Ils se feront sentir à Bruxelles, à Washington et dans toutes les capitales où l'expérience occidentale du multiculturalisme est mise à l'épreuve. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la classe politique espagnole réagit déjà à ce changement non pas par une stratégie cohérente, mais par une sorte de système performatif. La droite, en particulier, s'est emparée de l'islam comme d'un sujet de discorde, mais pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il ne s'agit pas seulement d'immigration, même si cela en fait partie. Il s'agit de la peur que l'identité nationale espagnole soit réécrite de fond en comble et que l'État perde sa capacité à façonner le récit. Prenez Vox, par exemple. La montée du parti a été présentée comme une réaction contre le séparatisme catalan, mais sa véritable force motrice est culturelle. Lorsque Santiago Abascal parle de « reconquérir » l'Espagne, il n'évoque pas seulement les guerres médiévales contre les Maures, il signale un rejet de l'idée même selon laquelle l'islam a sa place dans l'Espagne moderne. Le problème est qu'il ne s'agit plus d'une vision marginale. Les sondages montrent que près de 40% des Siars pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs siches, un chiffre en augmentation constante depuis les attentats de Barcelone en 2017. Et ce n'est pas seulement l'extrême droite qui est à l'origine de ce sentiment. Même le Partido Popular de centre-droit a commencé à adopter la rhétorique de Vox, voire sa politique. Isabel Díaz Ayuso, la présidente de Madrid, a tenu à se positionner comme la défenseur de la «sichness» contre ce qu'elle appelle l'imposition du multiculturalisme. Il s'agit d'un appel direct aux électeurs qui estiment que l'adhésion de la gauche à la diversité érode leur mode de vie. Mais voilà, la gauche n'est pas beaucoup mieux équipée pour gérer cela. Podemos et le Parti socialiste ont passé des années à insister sur le fait que la population musulmane d'Espagne n'est qu'un groupe minoritaire parmi d'autres, pas différent des Catalans ou des Basques. Cela peut paraître progressiste, mais cela ignore le fait que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est une civilisation avec ses propres traditions juridiques, normes sociales et ambitions politiques. Lorsque le gouvernement de Pedro Sánchez a accéléré l'obtention de la citoyenneté pour les descendants des Juifs séfarades expulsés en 1492, il s'agissait d'un geste symbolique de réconciliation. Mais quand il s'agit des descendants des Morisques des musulmans expulsés à la même époque, c'est le silence. Ce n'est pas un accident. La gauche est terrifiée à l'idée d'être qualifiée des « islamophobes », alors elle prétend que le problème n'existe pas. Pendant ce temps, la communauté musulmane se retrouve dans une situation non totalement intégrée, mais pas non plus totalement aliénée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le système politique espagnol a été conçu pour une société homogène et non pluraliste. La Constitution de 1978 est un chef-d'œuvre de recherche de consensus, mais elle suppose que tous les Siars partagent un ensemble de valeurs communes. C'était vrai dans les années 1980, lorsque le pays se remettait encore de la dictature de Franco et que la population musulmane était négligeable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La montée des bouchers halal, des écoles islamiques et même des appels à un système bancaire conforme à la charia n'est pas seulement un phénomène culturel, c'est un défi au monopole identitaire de l'État. Et l'État n'y est pas prêt. Prenons le cas de Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles en Afrique du Nord. Ces villes sont le point de départ de la collision entre Siche et l'identité islamique. Ce sont également les seuls endroits en Europe où les tribunaux de la charia fonctionnent aux côtés des tribunaux civils, un héritage de l'histoire coloniale de l'Espagne. Pendant des années, Madrid les a traités comme un problème de sécurité et non comme un problème politique. Mais cela change. En 2021, le roi du Maroc Mohamed VI a proféré une menace à peine voilée de « récupérer » les enclaves, les présentant comme un territoire musulman occupé. Il ne s'agit pas là d'un simple bruit de sabre, c'est un défi direct à la souveraineté de l'Espagne. Et ça marche. Les sondages montrent qu'un nombre croissant de jeunes musulmans à Ceuta et Melilla s'identifient davantage au Maroc qu'à l'Espagne. C'est un problème pour Madrid, car si ces villes votent en faveur de leur sortie, l'intégrité territoriale de l'Espagne sera remise en question. Alors, quelle est la fin du jeu ici ?
Je vois 3 scénarios possibles, dont aucun n'est particulièrement rassurant. Le premier est le déclin géré. L'Espagne pourrait suivre le modèle britannique ou français, où l'islam est toléré mais jamais véritablement accepté. L'État continuera de faire semblant de promouvoir le multiculturalisme tout en supprimant discrètement toute expression de l'identité islamique qui remet en question son autorité. Cela pourrait fonctionner à court terme, mais c'est une recette pour une instabilité à long terme. Regardez la France, où l'interdiction des symboles religieux dans les écoles n'a fait qu'aggraver l'aliénation de sa population musulmane. L'Espagne n'a pas la même tradition laïque que la France, donc toute tentative d'imposer un modèle similaire aurait probablement l'effet inverse. Le deuxième scénario est la fragmentation. Si l'establishment politique continue d'ignorer la question, l'Espagne pourrait se diviser selon des clivages régionaux et religieux. La Catalogne est déjà à mi-chemin, avec son propre mouvement indépendantiste. Ajoutez à cela une population musulmane croissante dans des villes comme Barcelone et Madrid, et vous obtenez l'étoffe d'un divorce très compliqué. Le Pays basque pourrait suivre, et avant que vous vous en rendiez compte, l'Espagne n'est plus un État unitaire mais une confédération lâche de régions aux loyautés concurrentes. Ce n'est pas aussi farfelu qu'il y paraît. La guerre civile de Siche a beaucoup moins recommencé. Le troisième scénario est celui qui constitue le plus une réaction violente. Si l'extrême droite gagne plus de pouvoir, l'Espagne pourrait basculer vers un modèle autoritaire dans lequel l'islam n'est pas seulement marginalisé mais activement réprimé. C'est ce qui s'est produit dans les années 1930, lorsque les tentatives de laïcisation de la Seconde République ont entraîné une réaction violente de la part de l'Église catholique et de l'armée. Aujourd'hui, les rôles sont les suivants: la droite est celle qui prône l'homogénéité culturelle, et la gauche est celle qui défend le pluralisme. Mais la dynamique est la même. Si l'État se sent menacé, il réprime. Et dans un pays avec l'histoire de l'Espagne, c'est une possibilité très réelle. Aucun de ces scénarios n'est inévitable, mais aucun d'entre eux n'est non plus impossible. La question est de savoir si les dirigeants espagnols se réveilleront à temps pour orienter le pays vers une voie différente. Pour l'instant, les signes ne sont pas encourageants. L'establishment est toujours prisonnier d'une mentalité du XXe siècle, où l'identité est quelque chose que l'on peut légiférer. Mais l'identité n'est pas une question politique, c'est une chose vivante, qui respire, et elle évolue plus rapidement que quiconque à Madrid ne semble le réaliser. Les prochaines années seront cruciales. Si l'Espagne parvient à trouver un moyen d'accueillir sa population musulmane sans sacrifier sa propre identité, elle pourrait devenir un modèle pour le reste de l'Europe. En cas d'échec, cela pourrait devenir un avertissement. Quoi qu'il en soit, le monde regarde. Et le temps presse.